Salut à tous les amis, c'est Niali et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes 5 gros coups de cœur de 2021. Ça doit vous dire quelque chose puisqu'il s'agit de ma première vidéo manga, enfin c'était le même concept mais avec les mangas de 2020, donc je le reprends cette année puisqu'elle s'achève très bientôt. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, alors j'espère que vous trouverez votre bonheur dans ces 5 mangas. Tout d'abord, nous allons parler de Survivors Club, donc un petit manga en 3 tomes chez les éditions Delcourt Tonkam. Alors, comment résumer ce manga? Nous suivons deux histoires en parallèle qui englobent à peu près les mêmes thèmes, c'est-à-dire le harcèlement scolaire et les attentats. Donc d'un côté, nous suivons les rescapés d'un attentat d'il y a 3 ans, et de l'autre côté, un attentat qui est en train de se passer actuellement. Du côté des rescapés, nous allons suivre Takumi qui mène son enquête depuis 3 ans, car il pense clairement que l'élève qui s'est fait sauter n'était pas seul et s'est fait en quelque sorte influencer. Donc il pense que quelqu'un lui a fourni la bombe. Et pour lui, c'est clairement un des 6 rescapés qui a fourni la bombe. Donc il va les réunir tous ensemble dans leur ancienne école et il va chercher qui a pu donner cette bombe. Et de l'autre côté, on suit un autre attentat d'une jeune fille qui s'est fait longtemps harceler dans sa classe et qui va donc décider de se venger en arrivant pleine de bombes, en enfermant tous ses camarades ainsi que son professeur dans la salle de classe, et en leur disant clairement qu'ils vont tous mourir. Enfin voilà pour le petit résumé un petit peu foireux. Bon, comme vous l'avez compris, c'est pas forcément le style de lecture que je lis en temps habituel, puisque je suis plus tournée shoujo, josei ou thriller, même si j'avoue qu'il a un petit côté thriller. Enfin bon, de temps en temps, une petite lecture un peu plus dark, ça fait pas de mal. D'autant plus que les sujets abordés sont toujours aussi actuels, puisqu'il s'agit de harcèlement scolaire et de terrorisme. Et on est en plein dedans depuis quelques années. On a quelques scènes assez trash, mais encore je trouve que ça va. J'y ai vu un petit côté King's Game, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que celle qui menace ses camarades de les exécuter va les faire en quelque sorte jouer à des jeux en leur disant que s'ils gagnent, ils peuvent être libérés, tout simplement. Sauf que ce sont pas des petits défis anodins, ils sont quand même assez glauques, assez trash et assez dégoûtants. Enfin bon, vous voyez le genre. De l'autre côté, on suit le héros qui met toujours sa petite enquête pour trouver le coupable, et son histoire sera aussi parsemée de quelques petits flashbacks intéressants sur sa vie d'avant. En tout cas, j'étais à fond dans ma lecture et malgré quelques flous, j'ai trouvé que le récit était plutôt bien géré, assez compréhensif et fluide. En tout cas, pour une série courte. En plus de ça, le dessinateur est le même que celui de Man in the Window. Le fameux, c'est un de mes premiers mangas et j'attends le tome 3 depuis plus de 4 ans. Voilà. En bref, si vous avez envie d'un manga un peu plus sombre que d'habitude, avec un petit côté enquête et survival, bah franchement, vous pouvez l'essayer, je pense qu'il peut vous plaire. Bon, pour alléger un petit peu l'ambiance, on va parler maintenant de A Sign of Affection. A Sign of Affection est donc un petit shoujo disponible aux éditions Akata. Alors ici on a le droit à un scénario tout mignon, tout beau, où nous allons suivre la petite Yuki, qui est une jeune femme sourde, qui comme la plupart des filles de son âge, va être entourée des réseaux sociaux et de ses amis. Cependant, un jour en prenant le train, elle va faire la rencontre de Itsuomi, qui est un jeune homme trilingue qui va forcément s'intéresser à Yuki puisqu'elle parle la langue des signes. C'est donc avec son caractère curieux qu'il va se rapprocher de Yuki qui forcément est tombée amoureuse de lui. Un BG avec des airs impassibles qui s'intéresse à elle, j'avoue que tout le monde craquerait pour lui. En toute honnêteté, j'ai trouvé le premier tome un petit peu bof. Je m'attendais vraiment à un manga incroyable parce que je n'en voyais que des avis très positifs sur ce premier tome et du coup je me suis lancée les yeux fermés. Et quand j'ai lu, j'ai trouvé le schéma très classique, certes mignon, mais ça cassait pas 3 pattes à un canard, il faut se l'avouer. Cependant, comme je suis une fan incroyable de shoujo, j'ai quand même continué, évidemment. Et par contre, quand j'ai lu le tome 2, ça a été la révélation. Il était hyper mignon, je m'exprimais à voix haute, tellement j'étais sous le charme des protagonistes, et franchement, j'ai dévoré le 2 et le 3 à une vitesse hallucinante. Et pourtant, Itsuomi n'est pas du tout mon genre de protagoniste masculin
de référence. J'ai souvent du mal avec les personnages nonchalants et avec un visage fermé, donc j'étais un petit peu mitigée. Mais plus j'avance, plus je l'aime, et plus je trouve ce couple adorable. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les personnages viennent de l'université, donc ça change forcément du lycée ou même du collège. La relation ne traîne pas en longueur, comme on peut le voir parfois avec certains shoujo où on attend 10 tomes avant que les personnages s'intéressent l'un à l'autre. En tout cas, j'aimerais beaucoup que l'auteur organise une sorte de voyage entre les deux protagonistes, donc dans un autre pays, donc à l'étranger. Je pense que ça pourrait être très très intéressant. Il pourrait y ajouter quelques quiproquos par rapport à la langue des signes, ou même une autre langue parlée. Du coup, j'aimerais beaucoup voir ça. Encore une fois, j'ai un gros crush sur le rival. Voilà. J'aime beaucoup quand les rivaux sont chamailleurs, jaloux, et en plus quand c'est des amis d'enfance, je trouve toujours que ça rajoute un petit truc. En tout cas, il me fait beaucoup de peine parce que je me doute que il ne va pas être heureux en amour. Mais en tout cas, j'espère avoir des petites situations un petit peu cocasses. En bref, c'est une série qui évolue pour moi positivement, et si vous aimez les shoujo mignons, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, je suis sûre que vous allez adorer. On passe maintenant au Carnet de l'apothicaire, un seinen qui se trouve aux éditions Kyoani. J'ai toujours énormément de mal à résumer ce manga, mais enfin bon, je vais essayer. On va donc suivre Mao Mao, 17 ans, qui est une jeune femme formée depuis toute jeune au métier de apothicaire, dans le quartier des plaisirs. Elle se fait donc enlever, puis vendre au palais impérial. Elle va donc devenir une espèce de servante du palais impérial et va être complètement coupée de l'extérieur. Forcément, elle va décider de cacher ses talents pour ne pas être embêtée et vivre assez paisiblement. Cependant, elle ne peut pas s'empêcher d'essayer de résoudre des crimes. Et forcément, au palais impérial, ça en manque pas de crimes. Surtout qu'à l'époque, le poison, c'était assez facile d'accès, et pour tuer les gens, il n'y avait rien de plus efficace. On va donc avoir des crimes qui mettent en avant des victimes empoisonnées, et donc là, Mao Mao va se réveiller. Et donc c'est là que Jinshi apparaît, remarquant le talent de Mao Mao, et va forcément la prendre sous son aile. Il va donc la promouvoir goûteuse personnelle d'une des chouchoutes de l'empereur, et elle va se retrouver au milieu de tout ça. Bon, déjà, posons-nous 2 secondes et admirons ce personnage. Voilà donc déjà la toute première raison de lire les carnets de l'apothicaire. Ensuite, la deuxième raison. Mao Mao. Mao Mao qui est clairement THE protagoniste féminine ever. Elle est intelligente, belle, elle a un fort caractère et c'est un personnage ultra intéressant et détaillé. Elle porte clairement le début de l'histoire à elle toute seule. Dans une époque où la place de la femme n'est clairement pas à son avantage, ça fait du bien de voir ce genre de personnalité féminine. Elle arrive à faire ce qu'elle aime, mais bon, elle est pas bête, elle le fait discrètement pour ne pas avoir d'ennui. C'est un récit qui cumule plusieurs genres que j'adore, c'est parsemé de mystères et d'enquêtes, et on apprend beaucoup de choses sur la cour impériale, notamment en ce qui concerne les concubines et les rivalités qu'on peut y retrouver. Plus on avance dans le récit, plus c'est intéressant et plus mon chouchou est mis en avant pour mon plus grand plaisir. J'espère vraiment une histoire entre Jinshi et Mao Mao, car oui, mon âme étant très tournée vers le shoujo, je n'attends que ça. Cependant, ce n'est clairement pas le point fort de l'œuvre, qui a beaucoup plus d'atouts, bien plus développés, qui ont réussi à faire chavirer mon cœur. En tout cas, c'est un manga qui ne m'intéressait pas du tout au début. J'ai souvent beaucoup de mal avec les mangas qui se passent dans des époques un peu moins actuelles, et pourtant je me suis lancée et j'ai eu un gros coup de cœur. Je l'ai testé juste comme ça, et voilà, il se retrouve dans ce top 2021. Donc je n'ai qu'une chose à dire, c'est tester des mangas même s'ils ne vous attirent pas du tout aux premiers abords. Il y a quelques mois, Glénat sortait quelques petits shoujo et je me suis forcément laissé tenter. Donc maintenant on va parler de Une touche de bleu. C'est donc un petit shoujo qui se trouve aux éditions Glénat. Dans ce petit manga, nous allons suivre Ruriko, qui est une jeune fille qui a une particularité physique puisqu'elle a une grosse tache de naissance bleutée sur le visage. C'est une jeune fille enjouée qui essaye de passer outre sa tache de naissance car elle sait que ça ne la définit pas,
Mais bon, à cet âge-là, c'est compliqué de passer à travers ses défauts, si on peut appeler ça comme ça. Donc forcément, quand elle rencontre son nouveau professeur et qu'elle remarque une attitude un petit peu bizarre à son encontre, elle se dit que c'est forcément du jugement par rapport à sa tâche de naissance et elle va forcément un petit peu s'énerver contre son professeur qui va finalement lui avouer qu'il a une maladie. Apparemment, il souffre de prosopagnosie. C'est compliqué. C'est donc un trouble qui l'empêche de bien voir le visage des gens et c'est pas très pratique lorsqu'on est professeur. Mais grâce à la tache de naissance de Ruriko, il y voit une espèce d'aura bleue qui se dégage de cette jeune fille et c'est comme ça en fait qu'il arrive à la différencier des autres élèves. Donc au final, c'est plutôt positif. C'est un manga dont j'ai eu un énorme coup de cœur dès le premier tome. Je ne m'attendais pas à grand chose, mais à force d'en voir pas mal d'avis, je me suis lancée dans cette lecture. Il regroupe un peu tout ce que j'adore dans les shoujo, c'est-à-dire une relation prof-élève, des jolis dessins, un vieux quiproquo avec le rival qui risque d'être révélé dans les futurs tomes, mais encore des particularités physiques telles que la maladie du professeur ou encore la grosse tache de naissance sur le visage de l'héroïne. Il reste pourtant dans un schéma qui est quand même, je l'avoue, assez classique, mais en tout cas ça a marché sur moi à 100%. J'aime beaucoup cette retenue qu'on a entre le prof et l'élève qui change un petit peu de tous les mangas que j'ai lus du genre, comme My Teacher My Love ou This Teacher Is Mine, où les protagonistes sont bien plus entreprenants, on va dire, et j'ai trouvé que dans celui-ci c'était bien plus réfléchi dans la retenue, et plus réaliste d'un certain côté. Ils prennent le temps d'apprendre à se connaître en tant que tels, sans pour autant se rejeter en bloc, et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Ici, Ruriko est plutôt timide et c'est compréhensible quand on a une tache de naissance aussi imposante sur le visage et qu'on a l'habitude d'avoir des moqueries. Forcément, on se renferme un peu sur nous-mêmes. En tout cas, j'attends chaque tome avec grande impatience et j'espère que cette série va durer un bon petit moment parce que je l'aime énormément. On va maintenant passer au top 1 de ce top 5 2021, même si bon, je l'avoue que le top 3, c'est compliqué de les départager. Enfin bref, nous allons parler de Love Fragance aux éditions Kana. Un petit Josei vraiment sympa. Bon, le synopsis peut vous paraître très étrange si vous ne connaissez pas le manga, puisqu'il s'agit d'une jeune femme qui transpire énormément. Elle en est d'ailleurs très complexée et va souvent se réhydrater dans les toilettes, se mettre du déodorant et essaye par tous les moyens de cacher sa transpiration. Elle travaille dans une entreprise qui fabrique des savons et forcément elle en utilise beaucoup pour essayer de camoufler ses odeurs corporelles. Un jour elle va être interpellée par Kotaro, qui est un de ses collègues qui fabrique des parfums. Elle ne l'a jamais rencontré, mais il lui saute dessus et trouve son odeur extraordinaire. Rien que ça. Et lui demande tout à fait naturellement s'il peut la renifler pour l'aider à concevoir le nouveau produit de l'entreprise. Forcément, la petite Asako, elle est complètement traumatisée, clairement. Et finalement, cette approche un petit peu perturbante va déboucher sur un couple juste adorable. Alors, j'ai encore eu un coup de cœur inattendu pour ce manga, puisqu'il ne me tentait pas du tout au premier abord. Mais à force d'en voir vraiment que du positif, je me suis dit bon, il faut lui laisser sa chance. Mais je l'avoue, je partais quand même avec une certaine appréhension, qui d'ailleurs ne s'est pas évaporée lors de la lecture du premier chapitre. J'ai pas du tout aimé le comportement de Kotaro, que j'ai trouvé un petit peu limite, mais en lisant la suite, l'histoire prend un autre tournant qui était pas du tout attendu de ma part. Au fil des tomes, on a le droit à une romance mature, mignonne et fondante. Alors certes, le résumé peut paraître étrange, voire pervers, mais c'est pas du tout tourné dans ce sens-là, c'est bien plus mignon qu'il n'y paraît. C'est plus l'amour que Kotaro porte à sa copine et à son métier qui rentre en compte. Le deuxième point fort de cette œuvre, c'est les personnages secondaires qui sont juste super attachants. D'une part, on a le petit frère de Asako et aussi son patron, deux personnages que j'espère voir plus dans les prochains tomes. D'un côté, on a donc son patron qui est juste trop gentil, trop mignon, franchement je l'aime trop, et de l'autre côté,
on a son petit frère qui est juste hyper drôle et qui ne veut pas qu'elle sorte avec un tombeur. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi lu Lofragance et si comme moi vous aviez une sorte de petite réticence envers ce manga. Enfin bref, c'est un josei que je recommande chaudement pour les personnes qui cherchent quelque chose de plus mature et très mignon. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, je pense que ça peut vous plaire. Et voilà, la vidéo de mes coups de cœur de 2021 est terminée et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si on a ne serait-ce qu'un titre commun dans nos top 5 respectifs. En tout cas, ça me fera très plaisir de lire vos commentaires comme toujours. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like comme d'habitude, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et du coup, le petit commentaire, on n'est pas à ça près. En tout cas, je vous fais de gros bisous sur la fesse droite et à une prochaine vidéo. Non, je vais recommencer 15 fois. Merci, abonnez-vous, au revoir.